Bonjour, donc dans cette troisième vidéo, ce qu'on va voir en fait, c'est comment mettre en place une transaction dans Android Studio. Donc en fait, l'idée d'une transaction, c'est de faire plusieurs écritures dans la base de données en un seul mouvement. C'est-à-dire si les écritures fonctionnent toutes, elles sont toutes complétées. Si jamais il y a eu la moindre erreur, bah, aucune des modifications n'a été créée. Donc à quoi ça sert les transactions? Bah, ça sert à éviter de mettre des bases de données dans des états moches, où par exemple vous auriez rentré une commande mais pas réussi à compléter le paiement, ou l'inverse, compléter un paiement sans avoir réussi à faire la commande, ce qui fait évidemment des gros problèmes au niveau de l'exécution d'une application où il faut que pour chaque commande il y ait un paiement. Donc pour faire une transaction, en fait pour illustrer notre transaction, on va rajouter une classe dans notre modèle. Donc pour l'instant on avait des albums avec des noms des artistes et des dates de sortie, et à ces albums en fait on va rajouter des pistes. Donc toujours pour éviter des conflits avec des mots réservés SQL, on va toujours préfixer nos classes par le nom de l'application. Donc par exemple ici démo piste. Et puis on va en faire une classe de room. Donc ici on va rajouter le entity. Et puis au niveau du démo album, on va récupérer les champs. On veut une clé primaire aussi qui va s'appeler ID, et on aura un nom de piste de la même manière. Alors, le dernier élément qu'il va falloir qu'on ait, c'est une référence à l'identifiant de l'album. Donc ça s'appelle une clé étrangère, une foreign key, et on va regarder comment mettre en place une foreign key. Donc pour ça, le plus simple, c'est de faire une recherche de room foreign key, et vous avez la page de documentation de Google ici, qui nous définit finalement en fait comment faire des relations entre les différentes classes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un CTRL F foreign pour retrouver ce à quoi ça correspond. Et on va voir qu'en fait, dans la déclaration d'entité, on va pouvoir lui spécifier une foreign key. Donc comment ça va fonctionner? On va remplacer ça par ceci. Alors la foreign key pointe vers une classe. Donc là, cette fois-ci, c'est la classe demo album. Et elle doit référencer deux choses. La colonne au niveau de la classe qui est référencée, donc la classe parente, et l'ID ici. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une colonne qui va contenir l'ID de l'album. Donc l'ID, c'est un long, et ici, on va taper album ID. Et c'est ce champ-là qui va être à remplacer ici. Et on va aller vérifier qu'il s'appelle bien ID dans la classe parente. Et effectivement, il s'appelle bien ID dans la classe parente. Donc ça, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, le système va s'assurer que à tout moment, quand on fait une référence, quand on met une valeur ici, ça correspondra à un album valide, à l'ID d'un album valide. Donc on ne pourra pas normalement rentrer ici une valeur qui ne correspond pas à un ID valide dans la démo de l'album. Donc on va exécuter notre code pour regarder ce qui se passe avec ce changement au niveau du modèle. Alors pour rappel, quand on réexécute notre code, normalement il va nous régénérer un schéma de données. Donc on va pouvoir aller le regarder au niveau de notre explorateur de fichiers. Donc ici on voit au niveau des schémas, on va se retrouver avec un fichier JSON qui décrit le schéma de données. Et on voit ici que maintenant on a démo album, on n'a toujours qu'une seule classe. Alors c'est probablement parce qu'on s'en sert jamais que ça n'a pas été mis à jour. Donc on reviendra regarder ce fichier quand on aura modifié. Ah oui, non, excusez-moi. C'est parce que effectivement, à partir du moment où on va changer notre modèle de données, il va aussi falloir changer le numéro de la base de données. Donc au niveau de ma base de données, on est maintenant passé en version 2. On a changé la manière dont c'était structuré. On a changé le schéma, et donc il faut changer le numéro de version. Alors au niveau du démo DAO, ce qu'on va vouloir faire, on avait la possibilité de créer un album. On va vouloir avoir la possibilité de créer une piste. Donc ici, une démo piste, ça c'est relativement simple.
Et en fait, la chose qui va devenir plus complexe, c'est qu'on aimerait pouvoir faire les deux en même temps, relier les deux, c'est-à-dire créer un album et créer les pistes qui correspondent en une seule transaction. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on regarde comment fonctionnent les transactions en Android, donc si vous en Room. Donc si vous cherchez Room transaction, vous allez tomber là-dessus. Alors ce que ça vous montre, c'est qu'en fait vous avez un DAO qui est cette fois-ci une classe abstraite. On définit certaines opérations de base, donc par exemple ici un insert et un delete. Et en fait, la transaction, c'est une méthode dans laquelle on va décrire le code qui doit appeler les deux méthodes précédentes. Donc ça va permettre de faire ces deux appels-là qui sont générés par notre code, enfin par Room, de les faire dans le même bloc transactionnel. Donc au niveau de notre code, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'ici, notre démo DAO ne peut plus être une classe interface, mais une classe abstraite. Donc on va la définir comme classe abstraite. Ces méthodes-là vont devoir être public abstract. Alors pourquoi? Parce que en fait, quand on est public abstract, d'habitude, il n'y a juste pas besoin de l'écrire quand c'est une interface parce que c'est sous-entendu. Mais cette fois-ci, il va falloir l'écrire au long pour toutes les méthodes qui ne sont pas implémentées. Et finalement, on va pouvoir... là, je ne sais pas pourquoi il y a un problème. Constructeur, public abstract... On va voir après. Et finalement, vous allez définir une méthode transactionnelle qui va être créée album list. Donc là, on peut imaginer qu'on va fournir à la fois la définition de l'album et la liste des pistes à créer. Ah, c'est des démos pistes, pardon. Tac. Alors là, il y a un problème de compilation quelque part. Créer un album, public abstract. Ah oui, il faut que ça renvoie un long. Il n'y a pas de type de retour ici. C'est ça notre problème. Donc au niveau de notre créer piste, lui il va être void, c'est-à-dire qu'il ne va pas renvoyer d'informations particulières. Il pourrait renvoyer le... Bon, remarque, on pourrait renvoyer l'identifiant de l'album qui vient d'être créé. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, dans le même bout de code, on veut créer un album. Donc on veut d'abord récupérer l'ID de l'album en faisant un this.créer album de A. Et ensuite, pour chacun des éléments de piste, donc pour chaque démo piste, dans les PS, on va vouloir fixer l'album ID à la valeur qui avait été renvoyée ici. Donc le moteur de base de données a fixé l'identifiant. On va maintenant le mettre dans le champ album ID pour compléter notre album et finalement sauvegarder l'album. La piste, pardon. Et puis on pourrait vouloir renvoyer ici la valeur de l'ID. Donc cette méthode, en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est de faire tout ça ou rien du tout. Si la création de l'album échoue, il n'y a rien de créé. Si jamais la création d'une piste échoue, il n'y a rien de créé. Donc pour regarder comment ça fonctionne, on va simplement aller écrire un test unitaire ici, donc test de ma BD. Donc pour rappel, on avait déjà deux tests existants ici, on va en rajouter un troisième sur notre transaction. Alors test transaction. Donc on crée une base de données en mémoire. Ce qu'on va se faire, c'est qu'en fait on va faire uniquement un album. Mais dans cet album, on va créer plusieurs pistes. Donc on va créer un album ici qu'on va appeler album de test. Et on va y ajouter un ensemble de pistes.
Alors, pour piste, évidemment, on ne donne pas l'ID parce que c'est la base de données qui va le fournir. On ne donne pas non plus l'album ID parce qu'on ne l'a pas. On veut finalement tout créer d'un coup ou rien du tout. Donc finalement, on a complété ça. Évidemment, il va falloir ici se faire une petite liste pour les stocker en attendant de pouvoir appeler notre transaction. Donc on va se créer une array list ici et les rajouter ici. Piste.add list. Donc à ce moment-là, pour l'instant, on n'a absolument rien. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à notre base de données de créer l'ensemble. Donc on va lui passer à la fois A et piste. Et à ce moment-là, si on récupère tous nos albums, on devrait en avoir un seul. Mais on devrait aussi avoir dedans une centaine de pistes. Donc on va prendre ça, mettre un breakpoint, puis l'exécuter pour regarder ce qui se passe. Alors ici on a un problème. Et notre problème en fait c'est que ce qui nous annonce, c'est que le album ID référence une foreign key, mais il n'est pas part d'un index. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, comme on demande à chaque fois qu'on crée une piste de regarder si un ID correspond, si jamais il doit vérifier que l'album correspond, il va potentiellement être obligé de scanner toute la table, ce qui peut être potentiellement très très long. Et donc il est conseillé de créer un index sur la colonne. Donc on va aller regarder comment créer un index. Donc en fait finalement c'est dans la même table, la même page, et on va regarder comment déclarer un index. Donc pour indexer une colonne, en fait on va tout simplement au niveau de l'entité spécifier qu'on veut un index sur la colonne avec le nom qui a été spécifié. Donc ici ce que ça veut dire c'est qu'on vous demande de faire en sorte que le album ID soit lui-même indexé. Donc ensuite, après la définition de nos foreign keys, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un index, donc un seul. Donc là, ici, on voit que c'est un tableau, on pourra en fournir un certain nombre sur le même champ. On redémarre cette fois-ci notre test de transaction. Alors, deuxième chose, il nous dit ceci n'est pas une entité dans la base de données. Peut-être que vous avez oublié de l'ajouter dans les sections de la database. Alors effectivement, si jamais vous allez dans ma database, ici les seules entités qu'on a spécifiées pour l'instant, c'est démo album. Et maintenant, ça nous prend un démo piste.class pour dire que cette base de données regroupe ces deux modèles d'entités. Donc on voit que quand on fait des oublis, le compilateur de Room est quand même capable de détecter énormément de problèmes avant même qu'on ait commencé à faire l'exécution de notre application. Donc là, on a une compilation avec succès, et maintenant on va instancier notre test et l'exécuter. Donc ici, on voit que notre transaction a réussi. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, normalement, le résultat de notre exécution était correct. Alors pour pouvoir valider ça, évidemment, il faudrait regarder ce qu'il y a dans la base de données à ce moment-là. Donc une des possibilités, c'est au niveau de notre test, ici, de non pas faire un test qui va se faire uniquement en mémoire vive, mais de demander un test qui va s'exécuter en écrivant dans un fichier. Donc cette fois-ci, on va réexécuter notre transaction. Normalement, ça devrait fonctionner également. Et cette fois-ci, on va aller voir dans les bases de données de notre page
Et on va trouver transaction ici, qu'on va pouvoir sauvegarder localement sur notre ordinateur, ici, et ouvrir avec DB Browser, afin de regarder ce qu'il y a finalement dans la base de données après l'exécution de la transaction. Donc on va aller ouvrir la base de données qu'on vient de récupérer, ici. Donc ici on voit nos deux classes qui ont été créées. Si on parcourt nos données, on voit l'album de test, donc son ID est 1. Et si on va dans les démos de pistes, eh ben on va voir que les ID avancent, mais que les albums ID sont tous de 1, qui était bien l'ID de l'album qu'on avait spécifié. Alors maintenant, on va essayer de regarder ce qui se passe si on donne un ID erroné. Donc on va aller dans notre transaction, on va retourner dans notre transaction. Et on va regarder si ici, au lieu de mettre album ID, on met album ID, au lieu de mettre l'identifiant, on met une valeur au hasard. Donc ici 999. Donc là, on peut retester notre transaction. Réexécuter notre test et regarder ce qui se passe. Alors on a un problème. On va essayer de regarder ce qui se passe. Donc, alors la première chose, c'est que c'est sûr que là, comme on a exécuté notre code sur un fichier, une base de données qui est déjà existante, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il l'a créée, est-ce qu'il l'a réouverte, etc. Donc moi, ce que je vous conseille fortement dans ces cas-là, c'est de supprimer le fichier avant d'exécuter votre test. Donc maintenant, on sait que la transaction n'existe pas. Donc on va supprimer l'ensemble des fichiers qui sont ici. En fait, on peut même supprimer tout. On va tout supprimer. Et en supprimant tout, on sait que ce qui va être créé à partir de maintenant, c'est vraiment le résultat de l'exécution de notre test. Donc on va réexécuter le test de notre transaction, donc qui crée un album avec une piste, et on va regarder ce qui se passe. Donc le test a échoué, et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une foreign key constraint qui a failed. Donc normalement, on pourrait imaginer que cette ligne-là s'est exécutée, et qu'au moment où la foreign key a failed, on s'est retrouvé avec un résultat particulier. On va aller regarder ce qui s'est passé au niveau de la base de données ici, en récupérant les fichiers transactions et en les sauvegardant ici. Donc on va supprimer tout ça et sauvegarder la base de données. Donc on va réexécuter DB Browser pour aller regarder le résultat de l'exécution. Donc la question c'est est-ce que quelque chose s'est produit ou pas? Est-ce qu'il y a eu la sauvegarde de l'album ou pas? Donc si vous regardez, il n'y a pas d'album et il n'y a pas de piste non plus. Donc ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en fait, même si on pourrait penser que cette ligne-là s'est exécutée et que ça s'est arrêté ici, le fait que ce soit une transaction fait que même si cette ligne-là aurait pu s'exécuter, le fait qu'il y ait une erreur fait qu'il a défait tous les éléments qui avaient été faits avant. Donc une transaction, c'est vraiment tous ces traitements-là ou aucun. Donc ici, on va remettre ID pour s'assurer que ça fonctionne. Donc c'est vraiment la contrainte de foreign key qui a fait échouer la transaction. Et la transaction a ce comportement que tout le traitement s'effectue ou rien ne s'effectue. Si on n'avait pas eu une transaction là-dessus, donc imaginons ici qu'on enlève ceci. On va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Oups, alors attendez, avant on va quand même supprimer les fichiers ici. Et on va fermer ça. Donc on va aller regarder notre base de données ici.
et de l'ouvrir. Donc on voit ici que l'album a été créé. Ah oui, ok, d'accord, excusez. Malheureusement, j'avais pas remis 4999. On recommence. Donc là, on n'a plus de transaction, mais normalement, on devrait avoir un problème de foreign key. Donc cette fois-ci, on a eu notre erreur qui s'est effectuée, et on va aller regarder le résultat en termes de base de données ici. Donc cette fois-ci, on a l'album, mais on n'a aucune piste. Et c'est exactement ce qu'on veut essayer d'éviter avec une transaction. Ici, il s'est fait la moitié du traitement, mais pas l'intégralité. On n'a créé aucune piste à cause des erreurs de foreign key, mais par contre, on a créé l'album, alors qu'on ne voudrait pas vouloir créer l'album si on n'a pas réussi à créer l'autre objet. Donc, on voit ici que ça tient juste à une annotation. Vous rajoutez transaction et vous avez la garantie que c'est soit tout, soit rien du tout. Si vous enlevez transaction, vous pouvez avoir la moitié des traitements qui s'exécutent jusqu'à ce qu'il y ait une exception qui soit levée à cause d'un traitement problématique. Dernier élément qu'on veut voir. Pour l'instant, on a écrit des tests unitaires. On a écrit des tests unitaires qui sont relativement gentils. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a fourni des valeurs qui sont pas compliquées à stocker au niveau de SQLite. Quand vous faites des tests unitaires, vous voulez essayer de détecter les erreurs de votre application avant qu'elles arrivent. Donc ce que je vous recommande fortement, c'est d'essayer de rentrer des valeurs qui sont particulièrement violentes ou difficiles à stocker. Donc par exemple, si vous stockez une chaîne de caractères, essayez de stocker des caractères complexes. Donc par exemple, si vous prenez des caractères japonais, vous pouvez essayer de regarder est-ce qu'on récupère ces caractères japonais-là au niveau de notre base de données après avoir écrit et récupéré. Donc par exemple, on va prendre ces deux caractères-ci et essayer de les rajouter ici. Donc là, on voit que dans notre code, on devrait écrire le nom d'un artiste qui a un prénom occidental et un nom japonais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un breakpoint ici pour finalement regarder si on a récupéré la bonne valeur. Donc on va réexécuter notre code. Alors sauf que là, ça ne marchera pas, donc il faut que je fixe mon DAO ici. ID, voilà. Donc là maintenant, on a normalement du code fonctionnel. On va l'exécuter en mode debug et regarder ce qui se passe. Donc à cet endroit-là, on a récupéré l'intégralité des listes enfin l'intégralité des albums ici. Donc ça, c'est littéralement des données qui reviennent de la base de données. On voit les deux albums qui ont été créés ici. Donc le premier qui était Joris album de test. Donc ça, c'est celui qui a été créé à l'exécution précédente du test. Et le deuxième ici, qui est celui avec le caractère japonais. Alors on voit qu'ils sont revenus correctement. On voit aussi que notre code va échouer parce qu'il s'attend à une taille d'album de 2 alors qu'on a 1 ici. Alors pourquoi? Parce qu'on a utilisé une base de données fichier. Donc à l'exécution précédente, j'avais déjà créé un album. Il est toujours dans la base de données et donc il compte dans le retour. Donc si on veut éviter ça,
Après qu'on ait réussi à faire notre debug, à analyser ce qu'il y avait dans la base de données, on peut revenir à un test qui s'exécute en mémoire. Et là, on est sûr qu'à chaque exécution, on va avoir une base de données vierge dans laquelle on peut écrire et donc prévoir le nombre d'objets qui se retrouvent dedans. Donc dans cette vidéo, on a vu plusieurs notions. On a vu la notion de clé externe, on a vu la notion de transaction, et puis on est revenu aussi sur les mécanismes qui permettent d'aller regarder ce qui se passe dans la base de données, dans le cas où quelque chose ne fonctionne pas. Euh, mais l'élément principal, c'est vraiment l'idée qu'une transaction peut contenir plusieurs opérations avec la garantie qu'elles s'exécutent toutes ou aucune ne s'est exécutée.